Bienvenue à tous pour cette série d'instructions sur les rayons de lune du Mahamudra. Les rayons de lune du Mahamudra, qui est un texte de Dakpota Gyal, traduit par Elizabeth Cullen. Et j'aimerais, dans cette série d'enseignements, vous donner une vue d'ensemble sur la structure du livre. Donc, ces vidéos sont des vidéos d'études, mais pas tellement des vidéos de méditation. L'idée est de vous donner une entrée facile dans l'étude de ce livre. Donc, quand je pense à ce que je veux vous expliquer, je pense que vous allez lire la majeure partie de ce livre, qui est donc une traduction de ce texte tibétain, et que, avec mes courtes instructions, ce sera plus facile pour vous de le lire. Vous trouverez peut-être aussi de l'inspiration et de la clarification là-dedans. Il y a 4 ans, lorsque nous avons fondé l'Institut Ekayana, j'ai décidé que je voulais donner les instructions complètes sur ce livre, et nous avons déjà fait un certain nombre de stages à ce sujet, des stages de 8 jours avec des instructions toute la journée. Et la raison pour cela en est que ce livre donne une explication complète de ce qu'on appelle Mahamudra. Le grand sceau, les instructions sur la nature de l'esprit qui est pratiquée dans la tradition Kagyu. Et il faut que je spécifie, oui, le Mahamudra est aussi pratiqué dans la tradition Gelug et Sakya, qui sont deux grandes traditions majeures du Tibet. Et ici, dans ce texte, Dakpota Gyal donne les instructions pour la tradition Kagyu. Et j'ai seulement appris le contenu de ce livre après avoir fait moi-même les 2 retraites de 3 ans. Et notre maître, Gedun Rinpoche, nous a dit qu'il aimerait beaucoup que nous, les lamas, les enseignants, nous étudions ce texte en détail, de sorte qu'on connaisse l'arrière-plan, ce qui est en arrière-plan des instructions orales, les explications de cet arrière-plan montrent en réalité la structure et les raisons et les difficultés que l'on rencontre quand on enseigne le Mahamudra. Lorsque j'ai entrepris d'enseigner cela en public, bien sûr, j'ai suivi le style dans lequel je suis le texte phrase après phrase, les explications de tout le livre, mais en intercalant des méditations, alors que dans cette vidéo, je ne vais pas faire de méditation guidée, je vais simplement donner ces instructions d'une façon très condensée, en donnant une vue d'ensemble de chaque chapitre du livre. En fait, cet enseignement ici, de Dakpota Gyal, a été noté par écrit. L'océan du sens ultime, par le 9e Karmapa, l'océan du sens ultime, qui existe en traduction anglaise, ou d'autres manuels de méditation importants de la transmission Mahamudra. Et avant ce temps-là, avant le XVIe siècle où ce texte a été écrit, la transmission du Mahamudra, bien qu'elle avait été mise par écrit, c'était surtout une tradition orale. Parce que c'est seulement autour de cette époque-là, au Tibet, que l'impression avec des matrices de bois est apparue. Et ce n'est qu'à ce moment-là que ces textes se sont répandus dans les différents monastères.
Avant cela, c'était très très rare d'avoir des impressions et ça a commencé à se répandre de plus en plus à cette époque-là. Et donc, ma lignée particulière, c'est le Mahamudra, tel qu'il est expliqué dans ce livre, et qui donne un contour très très complet. Et c'est mon souhait de partager cela avec les élèves, mes étudiants, avec ceux qui sont motivés. Et je suis surpris de voir qu'au cours des années passées, vous avez été nombreux à suivre ces enseignements. Et je veux aussi donner la possibilité aux débutants de rentrer dans ce cursus d'enseignement. Récemment, alors que nous étions encore dans ces stages d'études, cette traduction est parue, cette traduction anglaise du livre. Et c'est ce que nous utilisons comme référence de base avec le texte tibétain que je consulte également. Et en fait, j'étais en train de préparer une traduction allemande moi-même. Mais maintenant, Judith Debelov du Wandering Nature Institute au Népal, avec leur équipe de traducteurs, continue la traduction allemande de ce texte. Et j'ai donc abandonné le fait de corriger la traduction française, qui était la première, qui a été faite par Christian Charrier, qui était aussi un disciple de Gyanendra Rinpoche, qui a traduit ce livre du tibétain au français. Mais il était nécessaire de faire beaucoup de reformulations. Donc j'avais commencé à réviser la traduction française, ce qui n'est plus nécessaire maintenant, parce qu'on a maintenant cette bonne traduction anglaise. La traductrice, Elizabeth Cullen, a fait 2 retraites de 3 ans. Elle a reçu toute la transmission. Elle sait ce dont elle parle. Donc, à part le choix de quelques mots, on n'a pas à discuter la traduction. Elle est très fiable et je vous encourage à l'étudier. Et aussi pour votre étude, ce sera maintenant le contour de nos études. Vous trouverez dans notre médiathèque les transcripts allemands de l'enseignement, plus les audios en allemand, en anglais et en français de tous les enseignements qui ont été donnés jusqu'à présent, où je passe en revue ce texte phrase après phrase. Donc, si vous suivez cette vidéo maintenant, le mieux, c'est d'avoir déjà le livre à la main. Parce que je vais aussi suivre ce livre pour en faciliter l'étude. Elizabeth Callahan a écrit une très belle introduction à ce livre. Je me réfère maintenant aux pages 29 à 38 de ce livre, de cette introduction. Donc, je ne vais pas répéter le contenu, mais si vous lisez, vous trouverez d'abord une introduction au Mahamudra. Qu'est-ce que c'est le Mahamudra? Le grand sceau, le sceau du verbe sceller. Et en réalité, c'est un terme qui est apparu en Inde. Il est probablement apparu dès le 2e ou le 3e siècle après Jésus-Christ, peut-être un peu plus tard. Et cela fait référence à une approche de pratique où l'on médite sur la nature de l'esprit, simplement sur comment est l'esprit. Et cette pratique ne dépend pas du développement de pratiques auxiliaires
comme une approche tantrique, des récitations de mantras, des visualisations. Cela ne dépend pas même nécessairement du fait de calmer son esprit, de développer des absorptions méditatives profondes de shamatha, du calme mental. Cela dépend notamment de notre capacité à nous ouvrir au centre de l'expérience. Donc, il y a des façons traditionnelles de présenter le Mahamudra. Et la façon qui s'est développée dans la tradition Kagyu de présenter le Mahamudra dépend largement d'un maître crucial qu'on appelle Gampopa, qui a vécu il y a plus de 500 ans avant Dakpotashi Namgyal. Et Gampopa était détenteur de la tradition du Mahamudra, y compris toutes les explications des sutras, des enseignements du Bouddha et des sutras du Mahayana, ainsi que de la tradition tantrique. Et il était également en contact avec la lignée, on peut dire, des instructions qui pointent, des instructions directes des grands maîtres réalisés de l'Inde, en commençant par Sarara et de nombreux autres, des instructions qui pointent directement la nature de l'esprit pour aider les étudiants, les disciples particulièrement doués à regarder directement dans leur esprit et à réaliser l'esprit sans autres pratiques intermédiaires. Donc, avec Gampopa, commence en fait quelque chose au Tibet, une nouvelle approche qui n'était pas inconnue en Inde, mais qui n'était pas tellement pratiquée. En fait, Gampopa sélectionnait ses disciples en fonction de leur capacité et à certains, il donnait surtout les enseignements progressifs sur comment développer le calme mental, comment rentrer dans l'expérience du calme mental, comment regarder de plus près la nature des expériences qui s'élèvent, développer la compréhension vipassana, et puis comment rester dans cette compréhension, ce qu'on appellerait probablement Mahamudra. La pratique du Mahamudra consiste à rester dans cette compréhension. Et à de nombreux disciples, il enseignait aussi les pratiques tantriques pour leur faciliter le fait de se détendre dans la réalisation de leur propre esprit. Mais aussi, pour certains, et puis à un bout d'un moment à tous, il donnait les instructions orales qui pointent directement et qui parlent de l'esprit tel qu'il est et qui indiquent avec des mots et des sens symboliques la nature de l'esprit, qui est donc une sorte de raccourci. Et ces deux approches de l'enseignement du Mahamudra, donc l'approche graduelle et les instructions qui pointent directement, depuis l'époque de Gampopa, elles se sont mélangées dans la tradition Kagyu. Et en fonction des situations, les maîtres décidaient ce dont les étudiants avaient besoin, ce qui leur serait le plus utile sur le moment. Et même dans mon propre cas, avec Gedun Rinpoche, il y avait ceux qui aimaient les instructions qui pointent directement, qui indiquaient souvent une façon comme la voie graduelle, qu'il ne faut pas oublier de poser des fondations, de pratiquer les préliminaires pour ouvrir l'esprit, développer plus de confiance et puis, encore une fois, donner les instructions qui pointent directement, car celles-ci ne sont aussi bonnes que sont bonnes les capacités du disciple à les comprendre. Et donc, il y a de nombreux livres aujourd'hui
qui donne un résumé des instructions qui pointent directement, mais il y a très peu de lecteurs qui les comprennent réellement. Et c'est dû à un manque de préparation de notre esprit. L'esprit n'est pas encore en mesure de se détendre suffisamment. Donc maintenant, avec cette série d'enseignements sur le Mahamudra qui se répandent, qui s'étalent sur plusieurs années, je prévois de faire en tout 7 ou 8 ans. On a déjà fait 3 ans et demi déjà. Et j'espère que ceux d'entre vous qui êtes motivés, vous pourrez le pratiquer chez vous. Et bien sûr, il est possible de pratiquer ce chemin sans se baser sur les pratiques tantriques. Et dans ma pratique aussi, je l'ai vu, même si moi-même j'aime beaucoup les pratiques simples, d'être simplement dans la méditation simple, sans les complications. Les préliminaires et les pratiques tantriques, elles aident énormément à comprendre le Mahamudra. Mais dans ces enseignements, présentement, je ne vais pas parler de l'aspect tantrique, de l'aspect Vajrayana du Mahamudra, mais simplement suivre Dakpotashi Namgyal dans ses instructions sur l'esprit. Ici, l'idée avec ces enseignements, c'est de réduire votre hésitation à étudier le livre personnellement pour vous donner une guidance sur chaque chapitre. J'aimerais faire un petit résumé ici. J'aimerais vous donner une vue d'ensemble du livre, de sorte qu'avec chaque vidéo, vous pouvez la prendre comme une introduction au chapitre que je vais vous présenter. Puis vous pouvez étudier ce chapitre personnellement et vous pourrez revoir ensuite la vidéo et vous trouverez ces contours de mes entretiens. Vous les trouverez sur la médiathèque Ekayana avec le lien à ces enseignements, vers ces enseignements. J'adorerais aussi que certains d'entre vous qui veulent participer à ce programme puissiez nous joindre avec les explications pour vous joindre à nous l'année prochaine, si c'est possible. Et mon idée est de pointer l'essentiel de chaque chapitre, de sorte que vous ne perdiez pas dans les détails. Parce que ce livre est une description très complète et on pourrait ne pas voir la forêt à cause de tous les arbres. Vous connaissez le dicton qui veut dire vous ne voyez plus l'océan parce qu'il y a trop de vagues. C'est la même chose. Trop de détails qui encombrent l'esprit. Donc, intentionnellement, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant parce que cela a déjà été fait dans les chapitres d'ouverture du livre. Mon idée est de présenter la structure, la logique interne du livre, de sorte que vous puissiez suivre facilement et revenir toujours à cette structure comme une orientation. Donc ces enseignements sont enregistrés en vidéo et ne sont pas destinés à remplacer le programme d'études qui demande une étude en profondeur. C'est l'intention véritable de l'auteur d'expliquer vraiment les choses. Et ce n'a pas non plus notre intention, de vous placer dans un état méditatif avec des instructions de méditation. Donc ce livre vient du XVIe siècle, 400 ans après le parinirvana de Gampopa, après qu'il a quitté son corps. La plupart d'entre vous savez certainement que Gampopa était le maître du premier Karmapa
Il était le premier maître de Pamodjopa et il a eu d'autres disciples. Et toute l'école Kagyu considère Gampopa comme son ancêtre, son origine. Et dans ces 4 siècles de développement, après Gampopa, la pratique de Mahamudra s'est largement répandue dans tout le Tibet. De nombreux monastères ont été fondés, de nombreux ermitages de yogis, de nombreux pratiquants. Et toutes les traditions tibétaines étaient bien installées et elles ont eu le temps de discuter, de pointer leurs divergences. Donc autour de cette époque-là, on pense que Dakpota Shinamgyal a écrit ce livre en 1565 ou 1577, donc en fonction de l'année tibétaine. À cette époque-là, un débat était en cours entre la tradition Sakya et la tradition Kagyu, essentiellement sur la question de savoir s'il est possible d'enseigner le Mahamudra sans intégrer la pratique du Mahamudra dans la pratique tantrique. C'était la question principale de ce débat. Et Dakpota Shinamgyal a trouvé qu'il était temps de répondre, d'apporter une réponse complète aux questions soulevées par d'autres maîtres, et surtout par Sakya Pandita et ses disciples longtemps avant. Et donc une partie de ce livre est en fait dirigée à des personnes extérieures à la lignée Kagyu. C'est donc une explication du Mahamudra Kagyu qui n'est pas seulement compréhensible pour les personnes de l'intérieur, mais aussi aux personnes extérieures à cette tradition, aux personnes qui n'ont pas un contact personnel à un maître Kagyu pour recevoir les instructions orales. Et juste en lisant, ça devait être suffisamment clair. Et cela rend ainsi ce livre très lucide, très clair et très facile à comprendre comme manuel. Et Dakpota Shinamgyal, outre ça, son érudition et sa réalisation incroyable, est tout à fait capable d'expliquer ces points. Non seulement il était né dans une lignée familiale, dans la lignée familiale de Gampopa, il était un membre éloigné de sa famille, de la même lignée que Gampopa, mais en réalité aussi, sa présence, sa réalisation et sa connaissance étaient telles qu'on pense qu'il était la première réincarnation de Gampopa, après un intervalle de 400 ans. Donc pour la lignée Kagyu, pour ses étudiants, c'était très très clair, parce qu'ils ne voyaient pas de différence entre les deux. C'était le même enseignement qui sortait de sa bouche, la même présence qu'avec Gampopa. Et lui-même avait apparemment des réminiscences de vie passée. Il était le 14e abbé, le maître de Dharma, de Dakla Gampo, le monastère que Gampopa avait fondé, là où Gampopa avait vécu dans une grotte au-dessus du monastère. Il vivait toujours dans une grotte et pas au monastère. Et comme 14e détenteur du siège de Dakla Gampo, il a été enseigné par son oncle, qui était le 13e détenteur du siège de ce monastère. L'oncle s'appelait Gampo Choche, le maître de Dharma de Gampo, s'appelait Sonam Lenjop, qui est le nom de ce grand maître qu'il a éduqué, qui lui a donné les instructions sur les enseignements du Mahamudra. Et il semble que Dakpota Shinamgyal est arrivé dans cette vie avec la tâche de
clarifier les instructions de Mahamudra de Gampopa pour son époque présente, à la fin du XVIe siècle. Et il a écrit 3 ouvrages majeurs, les rayons de soleil, les rayons de joyaux et les rayons de lune, qui chacun clarifie un aspect différent de l'enseignement. Les rayons de soleil parlent de la pratique tantrique basée sur le tantra des Vajra. Les rayons de joyaux expliquent l'approche du Vajrayana. Et ces rayons de lune dont nous allons parler clarifient les instructions de Mahamudra sans le Vajrayana. Donc ne pensez pas que Dakpota Shinamgyal serait un maître de Mahamudra qui n'entre pas dans le Vajrayana. En fait, il est un pratiquant accompli du Vajrayana, parfaitement dedans, et il les enseignait aussi. Mais il souhaitait communiquer l'essence, le Mahamudra de l'essence. C'est la bonne façon de décrire cette approche. L'idée, ce n'est pas que cette approche de Mahamudra serait complètement dépourvue de tout Vajrayana et après on aurait le vrai Mahamudra, mais c'est la continuation des instructions qui pointent directement venues des Mahasiddhas indiens qui pratiquaient aussi l'approche tantrique. Mais ces instructions qui pointent directement ne se basent pas sur les visualisations, les pratiques de déité, où on se visualise comme la divinité. Donc ici, c'est l'idée de ce livre. Et Dakpota Shinamgyal, de cette façon, définit l'approche Kagyu du Mahamudra, de la même façon que le 8e Karmapa, Mikyo Dorje l'avait fait très bien. Il faut voir les deux ensemble. Et il donne à la transmission orale de cette époque un texte de référence. Un texte de référence facile à comprendre, avec une approche graduelle et avec les instructions qui pointent directement. Et en même temps, il semble qu'il a en fait réussi à conclure le débat entre les Sakyapa et les Kagyupa. Après cela, on n'a pas de témoignage de débat. Tout a été clarifié car quelqu'un avait pris le temps nécessaire à aller au fond du problème. Et pour nous, 400 ans plus tard, on a beaucoup de chance d'avoir ce livre. On n'est pas engagé dans un débat avec qui que ce soit, on veut juste comprendre le Mahamudra. Et c'est pourquoi je suis tellement motivée à transmettre cette compréhension de ce livre, parce qu'il m'a beaucoup aidé à expliquer le Mahamudra. Ce n'était pas tellement crucial pour moi de connaître ce livre particulièrement pour réaliser Mahamudra, mais il m'a beaucoup aidé, il est encore très utile pour moi pour l'expliquer, pour expliquer pourquoi certains aspects du Mahamudra sont expliqués précisément de telle et telle façon. Ça donne des exemples très importants de pourquoi il y a une telle insistance sur le fait de pratiquer Shamatha et Vipassana toujours ensemble et ne jamais les séparer. Shamatha et Vipassana. De ne pas séparer la méditation de la vision profonde de celle du calme mental. Ça, c'est un point crucial du Mahamudra Kagyu et c'est très très bien expliqué dans ce livre. Et pour moi, c'était comme écouter mon maître Gendun Rinpoche après qu'il était déjà parti. Parce que nous avons pu étudier cette transmission vers la fin de la vie de Gendun Rinpoche. J'ai continué avec Kenpo Chödrak quelque temps après la mort de Gendun Rinpoche et d'entendre les termes tibétains, de savoir comment le Dharma était expliqué, c'était tout à fait comme écouter Gendun Rinpoche. Donc pour moi, personnellement, c'était très inspirant. Et il y a une petite anecdote aussi. Quand j'ai reçu mes vœux de moine, je me rappelle que Gendun Rinpoche était assis en face de nous
avec les noms des moines qui allaient être ordonnés. Il avait noté les noms avant la cérémonie. Et quand il est venu à moi, non seulement il a pris le nom qui était dessus, mais en fait, il a cherché. Et il m'a donné le nom de Sonam Lenjop. Le maître d'Akpota Namgyal portait ce nom-là. Et ouf, c'était important. Et de découvrir cette connexion plus tard, c'était important. Parce que Gendun Rinpoche m'avait demandé de traduire Le joyeux ornement de la libération de Gampopa et d'autres livres. Et en fait, dans ma pratique, j'ai développé cette connexion très forte avec la transmission de Gampopa. Et j'ai été très, très inspirée par ce maître. Et aussi par l'histoire, par mon histoire d'avoir été médecin, d'avoir été mariée et d'avoir été médecin, même si ça n'a pas duré très longtemps. Mais dans tous les cas, c'est la continuation de cette bénédiction, de cet engagement vis-à-vis de la lignée du Mahamudra qui me fait dire que je dois enseigner ce livre, ces enseignements, quel que soit le nombre d'élèves, même s'ils sont très peu nombreux. Même si vous étiez très peu nombreux, j'aurais donné cet enseignement. Maintenant, vous êtes très nombreux. Donc, je vous encourage chaleureusement à acheter ce livre. Mettez le nez dedans. Et maintenant, écoutez les enseignements, puis écoutez les enseignements audio du programme où vous recevrez plus d'instructions sur comment méditer.